Presque date à date. Depuis, il y a eu quelques changements dans le panorama des laboratoires. Alors déjà, il y a eu des laboratoires qui nous ont rejoints. Il y a eu des créations de laboratoires par fusion de laboratoires existants et il y a eu des changements de direction. Donc ça paraissait opportun de refaire une rencontre de ce type. Et dans dans le cadre de cette rencontre, les objectifs principaux sont de rappeler le contenu de la convention qu'on vous propose de signer avec l'école, de relancer une dynamique de coopération, collaboration entre l'école et les laboratoires, et de discuter autour des différentes possibilités. Et c'est ce déroulé qui va servir de structure, de moelle épinière à la présentation d'aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, c'est une présentation qui est courte, puisqu'elle contient une quinzaine de transparents avec les transparents de liaison. Et donc, bon, à mon grand désarroi, j'ai été obligé de faire très très court sur la présentation de l'école, mais bien sûr, on répondra à toutes vos questions, interrogations et autres. Par la suite, on vous liste un nombre d'interactions possibles entre l'école et les laboratoires. Et contrairement à ce que j'avais fait la première fois, on vous a donné tous les points d'entrée, tous les points de contact pour développer chacune des actions qui sont listées dans les transparents. Alors, le premier transparent, c'est un transparent vraiment très très général, dont les chiffres datent un peu, mais les ordres de grandeur sont là. Il y a à peu près 260 écoles d'ingénieurs en France qui sont habilitées par la commission des titres d'ingénieur, c'est-à-dire habilitées à délivrer le diplôme d'ingénieur. Ces écoles peuvent dépendre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est le cas pour la moitié d'entre elles. Et elles peuvent être internes à un établissement qui porte la personnalité morale ou externes, c'est-à-dire disposer de leur propre personnalité morale. Et donc pour les internes, eh ben, il y a Polytech Paris-Saclay, par exemple, et pour les externes, il y a Centrale Supélec. Ces chiffres-là sont donnés avant la possibilité dérogatoire, enfin la possibilité de création d'universités expérimentales pour lesquelles c'est un peu plus compliqué que ça, avec les dérogations sur qui porte la personnalité morale et l'emboîtement des personnalités morales. Mais en tout cas, à peu près l'autre moitié des écoles d'ingénieurs présentes en France dépendent d'autres ministères, qui peuvent être le ministère de la Défense, par exemple, ou sont privées. Alors, parmi les écoles du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et qui sont internes à une université, eh ben, il y a les 15 écoles du réseau Polytech. Et donc, le réseau Polytech fédère 15 écoles membres dispersées sur le territoire national. Et à l'échelle des écoles d'ingénieurs, de l'ensemble des écoles d'ingénieurs, c'est 38 000 diplômés ingénieurs en France par an. Et je voulais vous informer qu'il y en a 3 800 qui sont diplômés par le réseau Polytech, c'est-à-dire 10% de l'ensemble des diplômés ingénieurs. Donc ça, c'était pour le réseau Polytech. Et plus précisément pour Polytech Paris-Saclay, j'ai repris un transparent de l'ensemble des transparents de bienvenue de l'université Paris-Saclay. Il apparaît que Polytech Paris-Saclay est une composante parmi les 10 que possédait historiquement l'université Paris-Sud. C'est la seule école d'ingénieurs, mais elle doit être vue comme un IUT, puisqu'elle a le même statut, en complément des établissements qui portaient des personnalités morales et qui sont appelés établissements composantes, contrairement aux 10 premières qui sont les composantes. Et vous le savez, il y a des universités membres associées et les organismes nationaux de recherche. Mais là-dessus, je ne vous apprends rien. Alors, en ce qui concerne les effectifs de l'école, effectifs à deux titres, effectifs d'élèves et effectifs de personnel,
Je voulais que vous ayez les ordres de grandeur et l'école Polytech Paris-Saclay, c'est une école de petite taille, en tout cas à effectif raisonnable, puisqu'on a 850 élèves répartis sur 3 filières et le cycle préparatoire. Donc on a une filière sous statut étudiant classique avec des élèves à plein temps à l'école, et ça c'est environ 400 élèves. On a une filière sous statut apprenti, c'est environ 200 élèves, auxquels viennent s'ajouter, bon an, mal an, les auditeurs de formation continue, puisque dans un cas comme dans l'autre, ces élèves sont à mi-temps en entreprise et à mi-temps à l'école. On diplôme tous les ans euh, quelques, quelques élèves par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Alors là, c'est des élèves qui ne suivent pas les cours à l'école, mais qui, au travers de leur expérience professionnelle, ont déjà acquis les compétences d'ingénieur et les font valoir par le biais d'un rapport de Proust, après avoir été accompagnés par l'école pour constituer ce rapport. Et enfin, le cycle préparatoire qui contient à peu près 250 élèves répartis sur différents formats du cycle préparatoire, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant ici de rentrer dans les détails. Et en tant qu'école Polytech, on a plusieurs spécialités présentes à l'école. Et pour Polytech Paris-Saclay, c'est 4 spécialités. Une spécialité électronique qui se baptise électronique et systèmes robotisés. Une spécialité informatique qui bientôt risque de préciser son périmètre, mais pour le moment s'appelle simplement la spécialité informatique. Une spécialité matériaux, mécanique et énergie, et une spécialité photonique et systèmes optroniques. Et l'école est une émergence des IUT et de l'UFR des sciences, et ces spécialités sont des spécialités historiques. C'est la construction même de l'école qui justifie l'existence de ces 4 spécialités. En termes d'effectifs en personnel, on a une cinquantaine d'enseignants affectés à la composante, une trentaine de personnels administratifs et techniques. On accueille tous les ans une cinquantaine, enfin on a en vivier une cinquantaine de doctorants en 6e enseignement qu'il m'arrivera par la suite d'appeler moniteurs. Et on fait appel pour compléter ces forces d'enseignement à peu près 300 enseignants vacataires et intervenants extérieurs tous les ans. Alors, en bas du transparent, j'ai listé un certain nombre de mots-clés parce qu'on les retrouvera dans la fin de la présentation sur les collaborations possibles ou les liens qui existent entre les laboratoires et l'école. Et je fais référence ici à la formation continue, la validation des acquis de l'expérience, la présence d'enseignants-chercheurs dans l'école et de moniteurs, et le fait qu'on fasse appel à des vacataires. Je voulais vous donner un aperçu de nos modes de recrutement, d'admission et puis du niveau de nos élèves. Bon, donc pour ça, sur le haut du transparent, vous retrouvez les 2 premières années du cycle préparatoire et il est précisé que le recrutement au sein de ce cycle préparatoire s'effectue par concours. Et ensuite, pour le cycle ingénieur, que ce soit en filière étudiant ou en filière apprenti, le recrutement s'opère lui aussi par concours. Et en l'occurrence, pour les étudiants, il y a un concours post-classe préparatoire aux grandes écoles, et puis il y a un concours complémentaire dit Polytech sur titre pour admettre des élèves qui étaient précédemment en licence ou en IUT. L'objet de mon transparence est de vous dire que les élèves dont on a la chance de disposer d'élèves brillants, attirés dans cette école par la renommée du titre d'ingénieur, et quand on regarde les mentions au bac, que ce soit en cycle préparatoire sur la gauche, eh ben on s'aperçoit qu'on a presque 60%, un peu plus de 60% même, d'élèves qui ont eu une mention bien ou très bien au bac. Et quand on regarde sur la droite les mentions en cycle ingénieur, on a 38% pour les mentions bien et 22% pour les mentions très bien. Et donc là, on est sur les 60% dont je parlais tout à l'heure. Et je tenais à vous préciser que les chiffres que je vous donne là, c'est le recrutement 2019, parce que les résultats au bac fin 2019, donc pour le recrutement 2020, sont bien meilleurs.
mais ça, c'était extrêmement lié à la manière dont se sont passées les épreuves du bac en 2020. Alors, je voulais aussi vous parler de nos locaux parce que l'école est sur deux sites, mais qui sont distants de quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. C'est le bâtiment 620, la maison de l'ingénieur, donc qui est attenante au lieu de vie et puis très très proche de l'IUT d'Orsay, et le PUIO qui lui aussi est était en face de l'IUT d'Orsay, et maintenant il y a BPC qui se construit entre les deux. Bon, donc tout ça pour vous dire que les bâtiments de l'école sont vraiment à proximité de vos laboratoires et en particulier sur le plateau de Saclay. Et ces bâtiments contiennent des plateformes expérimentales dont on reparlera tout à l'heure, mais donc, enfin, ayez à l'esprit que ce sont des plateformes expérimentales qui sont à proximité de vos laboratoires. Voilà, donc je vous l'ai dit, la présentation que j'ai faite de l'école se voulait vraiment la plus succincte possible. Je répondrai à vos questions, interrogations avec plaisir. Tous les collègues présents là pourront aussi apporter des compléments d'information. Mais là, je suis prêt à aborder la deuxième partie qui porte sur les interactions possibles entre l'école et vos laboratoires. Alors, j'ai décomposé cette partie interaction possible entre celles qui sont contenues dans la convention qui vous a été envoyée et qu'on vous propose de signer, et puis celles qui vont au-delà de la convention. Alors, il y a deux transparents à chaque fois, deux transparents sur ce que contient la convention et deux transparents sur ce qui pourrait se produire au-delà de ce qui est indiqué dans la convention. Le, ce que peut-être je peux vous préciser ici, c'est il y a un intérêt pour l'école qu'on ait ce type de convention avec les laboratoires, parce que tous les ans, la commission d'éthique d'ingénieurs nous demande de remplir des indicateurs et que parmi ces indicateurs, il y a le nombre de laboratoires sur lesquels on s'appuie. Polytech Paris-Saclay estime que dès lors qu'il y a une convention qui est signée avec un laboratoire de proximité, eh ben, l'école est légitime à faire figurer ce laboratoire dans les indicateurs de la commission d'éthique d'ingénieurs. Donc c'est vraiment une opportunité de communication pour nous que d'avoir ces conventions avec vous. Alors, dans la convention, il est indiqué que les laboratoires ont la possibilité de proposer des sujets de stage et que nous, on les communiquera à l'élève afin d'essayer d'alimenter les sujets de stage des laboratoires par des élèves compétents. Et donc, on vous invite à diffuser les propositions de stage de vos laboratoires à l'adresse entreprise.polytech@université-paris-paris-saclay.fr. Dans la suite, quand j'ai indiqué des adresses mail, c'est uniquement prénom.nom et j'ai pas remis Université Paris-Saclay à chaque fois. Dans la convention, il est aussi indiqué que dans vos laboratoires, vous avez des équipements de pointe qui peuvent être vraiment intéressants dans le cadre de la formation ingénieur et que vous pouvez avoir envie de mettre à disposition ces équipements pour des travaux pratiques qui s'effectueraient dans votre laboratoire. Donc, si ça doit se faire, ce que l'école souhaite, eh ben, il faudra que l'école intervienne sur le contenu des maquettes pédagogiques. Et ce qu'on a voulu vous signifier ici, c'est que les maquettes pédagogiques, d'un point de vue des spécialités, sont gérées par les spécialités elles-mêmes. Et donc, on vous a donné les noms de contact des deux responsables de chacune des spécialités de l'école. Il ne faut pas hésiter à les contacter et à leur dire qu'il vous semblerait intéressant que les élèves en formation ingénieur puissent accéder à tel ou tel équipement. C'est les responsables de spécialité
sont des contacts relativement privilégiés pour les laboratoires. Et donc, à plusieurs moments dans les points que je vais développer, eh ben, on vous renverra sur ces responsables de spécialité-là. Bon, et encore une fois, j'ai pas mis l'adresse mail complète des responsables, puisque quand vous avez prénom.nom, il suffit d'ajouter @université paris-saclay.fr pour pouvoir leur écrire. Alors, dans la convention, il est aussi évoqué la possibilité de proposer des sujets de thèse pour élargir le vivier de candidats possibles sur les sujets en question. À l'issue d'un titre d'ingénieur, les élèves reçoivent le grade de master. Le titre d'ingénieur confère le grade de master et donc ils sont éligibles pour poursuivre en thèse. Au-delà de ça, on encourage largement nos élèves en dernière année à suivre un master en parallèle de leur dernière année. Et donc, ça peut être intéressant pour les laboratoires de pouvoir proposer les sujets de thèse. À l'école, on a un logiciel, une application qui s'appelle Horizon Entreprise, dans laquelle on fait apparaître les stages, on fait apparaître les offres d'emploi et on fait apparaître les sujets de thèse. Et ce sont les relations entreprises de l'école qui gèrent ce logiciel. Donc, on vous invite à leur écrire pour proposer les sujets de thèse en question. Et enfin, pour ce transparent, dans la convention, il est aussi indiqué que les laboratoires peuvent avoir un intérêt à définir des profils recherche pour des personnes qui sont embauchées par l'école, que ces personnes soient ATER, attachés temporaires à l'enseignement et la recherche, ou enseignants-chercheurs. Alors sachez que l'école, contrairement à un UFR, n'a pas vocation à gérer les aspects recherche. L'école ne pilote que la partie enseignement et pour ce qui est de la recherche, les enseignants-chercheurs dépendent de l'UFR des sciences. Donc, quand nous, on a à construire un profil d'attaché temporaire à l'enseignement et la recherche ou d'enseignant-chercheur, eh ben, on s'adresse au CCSU ou au département de l'UFR sciences quand notre profil ne s'appuie pas uniquement sur une CCSU. Deuxième transparence sur ce que contient la Convention, il est évoqué la participation aux orientations pédagogiques de l'école. Et donc ça, je voulais vous faire savoir que les laboratoires sont représentés au sein du conseil de perfectionnement qui oriente pédagogiquement l'école. Et le représentant des laboratoires, c'est Bernard Bourguignon, qui est vice-doyen recherche de l'UFR de sciences. Et quand on avait besoin d'un membre représentant les laboratoires au conseil de perfectionnement, on s'est adressé à Christine Paulin, qui nous a suggéré de nommer Bernard Bourguignon dans notre conseil de perfectionnement. Le point suivant, c'est la possibilité pour les personnels des laboratoires de participer aux activités pédagogiques. Alors, on a différents types de projets qui sont réalisés par nos élèves à l'école, souvent en 4A, c'est la deuxième année du cycle ingénieur. Il y a un premier type de projet qui s'appelle les projets transverses, dans lesquels une équipe, souvent d'une dizaine d'élèves, est constituée d'élèves dans de spécialités. C'est en ça qu'ils sont transverses. Et ces élèves, réunis avec leurs différentes compétences, réalisent un projet. Souvent, ce peut être des projets de valorisation d'un résultat scientifique. Et donc, si vous imaginez que une découverte ou un produit de votre laboratoire mérite d'être conduit un peu plus loin, eh ben, vous pouvez proposer le déploiement de cette réussite dans le cadre de projets transverses. Dans ces cas-là,
classiquement, on demande à ceux qui proposent les projets d'intervenir dans l'encadrement des projets. Bon, et les contacts sur ce type de projet sont Michel Andrieux et Marie-Christine Henriot. Et parallèlement, et puis parce que on a des élèves certains élèves qui préfèrent aussi euh, devenir plus pointus dans leur spécialité, ou en tout cas faire de la technique purement dans leur domaine de spécialité, eh ben on propose en parallèle des projets transverses et au choix des projets de spécialité. Et les projets de spécialité sont portés et sont assurés par les responsables de spécialité. Donc là aussi, si vous avez un projet de recherche où vous avez besoin de forces, de ressources humaines qui aident à faire progresser le projet, vous pouvez le proposer et votre interlocuteur, dans ces cas-là, seront les responsables de spécialité. Et tout à l'heure, je vous disais aussi que à l'école, il y avait environ 300 intervenants extérieurs qui pouvaient être vacataires ou qui pouvaient être des intervenants en heures complémentaires. Et donc, il peut y avoir un intérêt pour le personnel de vos laboratoires à intervenir à l'école et un intérêt pour les directeurs de laboratoire parce que ça permet que le personnel intervienne sur un site proche plutôt qu'à y faire des enseignements pour lesquels il y a un temps de trajet un peu long. Et donc, si vous avez des collaborateurs qui veulent intervenir dans les cours ou faire une intervention sur un domaine spécifique, et ben là encore, le bon interlocuteur, c'est le responsable de spécialité. On aborde la deuxième partie. Alors, la première partie, c'était des choses qui sont opérables vraiment à très très court terme parce qu'on a l'habitude de le faire et que même si on n'a pas institutionnalisé ces choses-là, les processus sont assez rodés. Sur la deuxième partie, c'est peut-être des projets qui sont un peu plus prospectifs. Et donc, ce qui est évoqué là, c'est la possibilité, dans notre collaboration ou dans notre dynamique de chemin ensemble, d'aller au-delà de la convention. Alors, je voulais que vous sachiez que l'école, tous les ans, fait de l'acquisition de matériel technologique, investit dans le matériel technologique et que systématiquement, c'est de l'argent public, hein, que ce soit de manière directe ou indirecte. Disons que pour 80%, ça reste de l'argent public. Donc, ça me semble intéressant de mettre ça au profit de la communauté. Et dans les moyens technologiques qu'on peut mettre à disposition des laboratoires, eh ben, on a des moyens de prototypage rapide. Alors, imprimante 3D, ça, souvent dans les laboratoires, il y en a aussi. Mais on dispose d'une plateforme de réalisation de circuits imprimés montés en surface qui, à ma connaissance, est unique sur le plateau de Saclay. Et donc, on peut réaliser des circuits imprimés pour les laboratoires. Et le contact d'entrée, c'est Michael Quentin. On a aussi une plateforme de caractérisation des matériaux utilisée par la spécialité matériaux, dans laquelle on dispose d'un microscope à balayage électronique de table, mais aussi de systèmes de caractérisation mécanique type machine de traction. Et pour préparation des échantillons, on a des systèmes de polissage. Et donc là aussi, ces moyens peuvent être mis à disposition et les contacts sont les responsables de spécialité. En ce qui concerne l'offre de formation, eh bien sûr, on a notre offre de cours, toutes les maquettes pédagogiques. Et si on vous évoque ça, c'est que parmi vos doctorants, et dans le cadre des formations obligatoires à suivre pendant la thèse et pilotées par l'école doctorale, eh ben, vos doctorants ont la possibilité de suivre les cours proposés par l'école. Et pour ça, le bon interlocuteur, c'est le directeur des études, Christophe Poulard, qui pourra vous donner des précisions sur le contenu des enseignements, les syllabies et les maquettes en général. Pour vos personnels présents dans les laboratoires et dans le cadre d'une progression de carrière,
il peut être intéressant pour eux qui suivent une formation continue diplômante afin d'obtenir le titre d'ingénieur. Ça se fait en 2 ans. Je vous disais tout à l'heure que ça se faisait au sein de la filière apprentissage ou en contact avec les apprentis, puisque c'est sur un rythme de 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Mais pour les auditeurs de formation continue, la diplomation s'obtient au bout de 2 ans parce qu'on reconnaît les compétences acquises dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc pendant 2 ans, ils suivent les cours avec les apprentis sur sur une maquette pédagogique qui n'est pas tout à fait équivalente, mais à l'issue de ces 2 ans, s'ils valident l'ensemble du cursus, eh ben, ils disposent du titre d'ingénieur de l'école, le même que tous les autres. Alors une autre manière d'obtenir le diplôme pour vos collaborateurs, c'est par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Tous les ans, on a des personnels de laboratoire qui cherchent à obtenir le diplôme par la voie de la VAE parce que le fait de ne pas disposer d'un diplôme de bac+5 est souvent pénalisant dans les carrières des personnels des laboratoires. Alors là aussi, pour la formation continue et pour la VAE, eh ben, j'ai réindiqué sur les transparents les interlocuteurs. Et j'ai oublié de le dire au début, mais bien sûr, je vous inviterai, quand vous aurez reçu les transparents, à les diffuser largement au sein de vos laboratoires. Enfin, en termes d'offres de formation, on a la possibilité d'accueillir des apprentis et les vôtres en particulier, parce que le CNRS donne la possibilité aux laboratoires d'accueillir des apprentis. Et il y a un mail qui est en train de circuler en ce moment de l'ADR4 pour inciter les laboratoires ou pour proposer aux laboratoires d'accueillir des apprentis. Donc le contact, si jamais vous vous posez la question d'accueillir un apprenti dans votre laboratoire, c'est la responsable de la filière par apprentissage, Dima Rodriguez. Et en ce qui concerne le dernier transparent de cette présentation, ça porte sur la diffusion de la connaissance scientifique. L'école a la possibilité d'accompagner les laboratoires qu'ils désireraient dans la mise en place de formations continues courtes. Ce sont des formations qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, c'est souvent l'ordre de grandeur, et qui permettent de former des gens sur une spécificité du laboratoire. Alors, on l'a fait à l'école. C'était pas à la demande d'un laboratoire, c'était à la demande d'une entreprise, l'entreprise Thales, qui voulait former les clients de l'entreprise Thales au laser, clients à qui l'entreprise vendait des gros lasers, et la plateforme optique de l'école dispose de suffisamment de lasers et suffisamment de compétences enseignants pour permettre ce genre de formation. Donc, dans le cas de la formation Thales que j'évoque là, c'est l'entreprise qui est venue nous voir et qui nous a demandé de mettre en place une formation, et c'est l'école qui a trouvé les intervenants pour assurer cette formation. Ce que j'évoque auprès de vous, ce serait la possibilité qu'aurait un laboratoire de faire la formation, et l'école accompagnerait en termes de locaux, en termes de mise à disposition de matériel et en termes d'interaction avec les clients. On a la possibilité aussi d'accompagner les laboratoires dans la réalisation d'écoles d'été. Ça fait 2 ans que Polytech Paris-Saclay a mis en place une école d'été et cherche à la faire vivre. Les 2 années en question, l'école n'a pas ouvert, faute de candidature. Mais le principe et l'idée des écoles d'été, c'est d'avoir une vocation internationale.
Et donc, c'est le responsable des relations internationales de l'école qui est votre interlocuteur sur le sujet, et c'est Saïd Zoud. Et enfin, l'école, depuis peu, a mis en place un cycle de séminaires, qui s'appelle Séminaire du jeudi parce qu'ils ont lieu le jeudi midi, à l'occasion desquels des personnels de l'école, au sens vraiment large, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel administratif et technique ou élèves, peut présenter des activités, et notamment des activités recherche, donc à l'occasion d'un séminaire. Et ça peut intéresser des personnels de vos laboratoires. Et là, les contacts sont Corinne Guillou et Pascal Foury, qui étaient à l'initiative de cette réunion d'aujourd'hui et que je remercie particulièrement. J'ai terminé ma présentation et donc sur le deuxième temps, on est à l'écoute de vos questions, remarques, interrogations. Pascal, je te laisse assurer les prises de parole et moi je coupe mon micro. Merci, merci Yves. Donc, je n'ai pas vu de questions sur le chat. Je pense que si quelqu'un veut échanger ou éventuellement poser des questions, c'est tout à fait possible de lever la main et on lui donnera la parole. Est-ce qu'il y a donc des questions? Jeanne Renaud. Mais je vais vous donner la parole si je peux le faire, à moins que Corinne. Je pense que vous pouvez peut-être prendre la parole directement. Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci, bonjour. Donc je suis doctorante et j'ai ma mission d'enseignement à Polytech. J'avais une question qui avait été soulevée par mon directeur de thèse. Est-ce qu'il est recommandé ou exigé d'encadrer des stagiaires de l'université au cours du doctorat? Est-ce qu'il est recommandé d'encadrer des stagiaires de l'université au cours du doctorat? Oui, dans le cadre de stage ou autre. Et c'est toujours une bonne chose. Ça peut donc être une recommandation. Et ça peut être évidemment des stagiaires de Polytech. C'est un peu le propos aujourd'hui. Yves, qu'est-ce que tu peux ajouter? Je pense que la question est relative au fait qu'on incite les personnels de l'école à participer aux missions d'encadrement, que ce soit de stagiaires de stagiaires de l'école ou aux apprentis. Tel que, compte tenu du vivier que j'évoquais tout à l'heure, il faut vraiment que chacun des enseignants, enseignants-chercheurs mette la main à la pâte sur des activités d'intérêt général. Et comme on a une obligation de faire de l'encadrement de stage, mais encadrement en termes de tutorat du point de vue de l'école, eh ben on incite nos enseignants à le faire. De mon point de vue, si c'est ça, si c'est du tutorat de l'école vers le stagiaire, ça porte pas tout à fait sur les moniteurs. Voilà ce que m'évoque la question. D'accord, merci. Oui, ah, c'était sur ce point, oui, d'accord. L'incitation de notre directeur sur le fait d'encadrer des apprentis. Sylvie, tu veux prendre la parole? C'était pour répondre à la question, mais Yves a parfaitement répondu. Si c'est dans le but de valoriser une expérience d'enseignement auprès des sections du CNU, d'abord ça dépend des sections, et ensuite les heures présentielles sont plus importantes en termes d'expérience d'enseignement que de faire du tutorat de stage. Mais encore une fois, ça peut dépendre des sections. Voilà. C'est pour ça que j'avais répondu ça dans le chat. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres
Question venue des DU. Moi, je pourrais juste aussi préciser le point sur les apprentis et la possibilité que vous avez de vous, DU ou personnel de laboratoire et d'unité, une unité, c'est donc de demander à un apprenti qui ferait donc son enseignement, sa formation d'ingénieur à l'école et qui ferait son activité dans votre laboratoire. Donc, il est possible de faire une demande par le CNRS. Hein. Yves l'a précisé, c'est actuellement, on a des mails qui sont envoyés de la DR4, mais c'est également possible par l'université de financer, de voir le financement de certains contrats d'apprentissage. Oui, Sylvie, tu as demandé la parole. Oui, alors j'essaye de me mettre à la place de mon directeur qui n'a pas pu venir. C'est le directeur de SATI. Moi, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des thésards qui soient recrutés à l'école. Donc, la question qui pourrait peut-être avoir posé, est-ce que c'est comme à l'ENS, il y a des bourses de l'école qui sont attribuées à certains étudiants, ou est-ce que c'est juste que on leur diffuse, mais dans ce cas-là, c'est les ED qui choisissent. C'est ça. J'ai pas bien compris s'il y avait des bourses de l'école, comme il y en a à l'ENS, qui seront attribuées à des étudiants de l'école pour qu'ils poursuivent en thèse dans les laboratoires. Je pense que c'est une question pour Yves. Oui, merci Pascal. Je ne sais pas à quoi tu fais référence, Sylvie. Quand je parlais d'accueil de doctorants à l'école, c'est des doctorants en 6e enseignement et c'est uniquement sur la partie enseignement. Non, tu as dit à un moment que, alors j'ai pas noté le slide, tu as dit qu'on pouvait diffuser les offres de thèse via Horizon, par exemple. Et donc, ma question est, si je me mets à la place d'un DU, est-ce que c'est un guichet supplémentaire pour avoir des bourses, comme il y en a un spécial ENS, avec un concours ENS, ou est-ce que, de toute façon, ça passera par le même concours des différentes ED, à moins qu'il y ait des financements privés? Est-ce qu'il va y avoir des financements de bourses de thèse de l'école? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu pour le moment. L'idée, c'était d'augmenter le nombre de candidats sur un sujet de thèse et donc de faire savoir aux élèves de l'école qu'un laboratoire proposait ces sujets-là en espérant qu'il y ait des candidats de l'école que ça intéresse, des élèves de l'école que ça intéresse et qui candidatent dessus. C'est vraiment pour avoir une meilleure, un panel de choix plus large sur les propositions de sujets de thèse. D'accord. Alors là, je reprends la casquette de personnel de l'école. Est-ce que ça serait pas plus simple simplement de dire à nos étudiants, comme le font tous les masters, parce qu'en général, quand même, ils font un double diplôme de master, ceux qui veulent poursuivre en thèse, d'aller voir sur Adoom? Puisque de toute façon, tous les sujets doivent être déposés sur Adoom. Oui, on peut faire ça. Je pense que dans un cas, on ne touche que ceux qui ont envisagé de faire une thèse, et donc ils font la démarche d'aller voir sur Adoom. Et dans le cas où on leur fait savoir qu'il y a tel ou tel sujet, et ben même ceux qui ne s'étaient pas posé la question de faire une thèse ont accès au sujet en question et peuvent être convaincus de l'intérêt de le faire. Sinon, pour compléter la réponse à ta première question, ça fait 2 ans que le réseau Polytech avait obtenu un accord avec le CSC pour financer des thèses. Le CSC finançait des thèses d'élèves chinois qui viennent en France pour faire leur thèse et sont payés pendant 3 ans. Et donc, on avait diffusé aux enseignants de l'école, aux enseignants-chercheurs, la possibilité qu'ils avaient
de déposer un sujet et d'obtenir un doctorant financé CSC. L'école doctorale Paris-Saclay nous a demandé de ne plus faire ça et elle a demandé aussi aux autres établissements composantes, et je pense notamment à Centrale Supélec, de ne plus le faire parce que l'école doctorale veut centraliser le process CSC et donc ne voulait plus qu'il y ait différentes propositions. Mais pendant 2 années de suite, on avait apporté aussi des financements sur des sujets de test. Si je peux juste ajouter un point sur la plateforme Horizon et la possibilité de déposer des sujets de thèse, je pense que tout le monde est preneur d'une diffusion de ces sujets de thèse envers les étudiants et la plateforme peut être un bon outil. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter non plus à nous envoyer vos offres de stage, vos offres de thèse, vos sujets de thèse, et on pourra renseigner la plateforme Horizon et ça sera lu par nos étudiants qui pourraient éventuellement candidater. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Chers collègues directeurs d'unité, des idées d'interaction autres qui n'ont peut-être pas été mentionnées, auxquelles on n'a pas pensé en interne à l'école ? Chers collègues de l'école, d'autres propositions qui pourraient intéresser. Oui, Saïd ? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, c'est. Donc, je voulais juste mentionner le fait que nous avons la possibilité d'alimenter les laboratoires par des stagiaires internationaux qui les demandes nous parviennent de nos partenaires, les partenaires de l'école. Et donc, c'est généralement des demandes pour des stages de fin d'études, des stages de master ou de bachelor. Et donc, on interagit directement avec les personnels du laboratoire. Et bien entendu, vous avez la possibilité, enfin, là, toujours la main sur d'accepter ou pas les candidats. Voilà, c'est juste une possibilité supplémentaire d'avoir des stagiaires internationaux. Voilà. Oui, ça, c'est un point qui peut intéresser pas mal les unités. Je pense qu'il y a déjà eu de nombreux étudiants chinois notamment, qui ont fait quelques mois dans vos unités. Est-ce que d'autres remarques, d'autres commentaires ? Je pense que Yves, tu avais prévu d'envoyer à la fois les conventions, cette présentation également, de façon à ce que chacun puisse retrouver les intervenants qui peuvent être utiles pour telle ou telle action. Oui, tout à fait. J'avais l'intention, au moment où on allait redemander, enfin envoyer les conventions pour signature, de joindre les transparents qui ont été utilisés aujourd'hui et quelques documents complémentaires, dont au moins 2 sont affichés sur la liste qui est en dessous là. Est-ce qu'il y a d'autres attentes sur cette rencontre Polytech laboratoire?
nous n'avons peut-être pas répondu à toutes les attentes. Des remarques? Je pense que le mot de la fin va être à Yves alors. Merci Pascal. Bon, merci à tous pour votre participation. Les conditions sont vraiment pas extrêmement favorables aux échanges, mais j'espère que rapidement la situation sanitaire va nous permettre de fonctionner autrement. Je vous remercie donc pour votre participation aujourd'hui. On continue à échanger par écrit puisqu'on vous enverra tous les documents évoqués et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci. Au revoir.